Le Queyras est une vallée du département des Hautes-Alpes, mais également un parc naturel régional, où se pratique le ski en hiver, et des randonnées pédestres en été. Il est notamment traversé par le GR58, qui permet d'en faire le tour, ou le GR5. Toponymie. Le Queyras doit son nom à la tribu gauloise des Cariates, habitants des Alpes occidentales, intégrés au royaume de Cottius. Leur nom signifierait en vieux celtique continental ceux du chaudron, car chez les Celtes comme chez d'autres peuples indo-européens, un culte s'attachait à cet objet. Xavier de la Mare écrit que l'on sait l'importance du chaudron dans les récits de mythologie irlandaise. Le radical Cair, forme francisée, Cair, forme locale, a développé de manière insolite un CK, alors qu'on attendrait en celtique continental, une mutation en PP à partir du proto-celtique cario-chaudroin. En effet, cette mutation régulière, explique le gaulois pario-chaudron, qui a de nombreux descendants dans les langues romanes, provençal par, Pérol, franco-provençal, lyonnais, terre, catalan Pérol, italien Peolo, terme signifiant tout chaudron, ainsi que les mots du groupe britannique, gallois père, vieux cornique père chaudron, qui ressemblent beaucoup au terme du groupe roman. Ce radical explique aussi l'ethnonyme Parisie, qui a donné son nom à la ville de Paris. En revanche, le celtibère et le gaélique ont conservé K, passé ultérieurement à CK en gaélique, d'où le vieil irlandais Coir-chaudron, mermite. Le maintien de K, dans Cariat Queyras, confère ce Kenessen, et peut être lié à une influence de substrats similaires. La terminaison A de Queyras s'explique par une contraction du suffixe A de Cariat, issu du suffixe gaulois ati, bien que ce suffixe s'observe principalement dans des noms de tribus d'Aquitaine qui ne sont pas celtiques, tels les Vasates, les Cocosates, les Sibusates, les Tarusates, etc. Le S final de Queyras est muet, alors que certains visiteurs le prononcent. Géographie. La vallée est traversée par le Guil, et comporte 8 communes aujourd'hui regroupées au sein d'une communauté de communes, Arvieux, Abriès, Aiguille, Seillac, Châteauville-Vieille, Molines-en-Queyras, Ristola, et Saint-Véran. Seillac ne faisait pas partie du Queyras historique, il appartenait à l'évêché d'Embrun, et non de Briançon, et n'entrait pas dans l'escarton du Queyras. Le parc est délimité au nord, et à l'est par la frontière avec l'Italie, depuis le sommet du Grand Glézat jusqu'à la tête des Toilly via le col Aniel. Puis il suit la crête délimitant le bassin versant de l'Ubaye jusqu'à la Mortisse, et remonte au nord-ouest jusqu'à Guillestre, dans la basse vallée du Guil, qui constitue la principale porte naturelle sur le Queyras. Depuis Guillestre, la limite suit la crête orientée nord séparant la vallée d'Arvieux de la Durance, et passant par le pic du Béal traversier puis prend une direction nord-est jusqu'au col d'Izoard, passage mythique du Tour de France cycliste, et finit par la ligne de crête séparant la vallée des Fonds au nord, et passant par le pic de Rochebrune, jusqu'à la frontière italienne. On peut d'ailleurs considérer que le Queyras correspond au bassin versant du Guil. Le point culminant du Queyras est le pic de la Font-Santé, et non le mont Viso dont le sommet se trouve dans le Piémont, mais dont le tour passe par le Queyras. Le col de l'Izoard, à 2361 mètres d'altitude, est depuis le Briançonnais, la porte du Queyras. La traversée de la Casse déserte annonce un désert. Le contraste en aval n'en est que plus saisissant. Au-dessous de ce cercle lunaire hérissé de cheminées de fées, vestiges de fortes érosions, se succèdent des steppes, des forêts, des tapis floraux. C'est le pays des villages altiers, aux forts urbains et aux fontaines cerclées de bois, où les fils électriques sont enterrés. Ils sont à l'image du plus haut village de France, Saint-Véran, à 2042 mètres. La vallée est très peu urbanisée,
Donc peu éclairé, la pollution lumineuse est quasiment nulle, conjuguée à son climat laissant beaucoup de nuits claires, cela en fait un endroit très prisé par les astronomes amateurs. Histoire. Les Cariates, tribu gauloise des Alpes côtiennes, sont des montagnards difficilement attaquables à cause des hautes crêtes cernant leur petite région naturelle. Ils surveillaient les voies d'accès à plusieurs cols, comme beaucoup des peuplades ayant l'emprise sur les grands passages transalpins. Romains et Carthaginois redouteront la traversée de ces territoires, et ils n'attaqueront leurs guerriers qu'avec prudence. Les quelques recherches archéologiques menées au XXe siècle autour de la mine de cuivre de Saint-Véran, et dans les alpages du Rhin et du Mont Viso, attestent que ces montagnes ont été occupées au Néolithique pendant une période indéterminée. Sous l'Empire romain, le Caira était une voie de passage entre la vallée de la Durance, à partir de la roche de Rame, et la vallée du Pô, par la montagne, comme l'attestent les quelques restes de voies romaines aux Esquoières. Pourtant, il ne semble pas que cette haute vallée ait été occupée et mise en valeur de façon permanente avant les XIe et XIIe siècles. Des érudits du XIXe siècle ont cru lire dans le testament du patrice Bon, 739, patrice qui possédait de vastes domaines dans la vallée de la Durance, et du Mont-Cenis à Marseille, en se fondant sur les mots latins Curtmea Saliari, Villa Vetola, Mulinaristi, des allusions à Saillac, Châteauville-Vieille et Moline, alors que ces mots désignaient apparemment une cour des Saules. Une cour était un vaste domaine, la ferme, villa, des génisses, vaux d'une année, et un comptoir de pierre à moulin. Les plus anciennes références au Caira, ou à ces villages datent du XIIe siècle. La plus ancienne archive se rapportant à un village du Caira, est une charte de privilège accordée en 1259, par le dauphin Guy aux habitants d'Abriès. Ils sont placés sous la sauvegarde du dauphin, et il est créé dans leur village un marché hebdomadaire. Dans les archives du Dauphiné à Grenoble, comme dans les archives de l'Église, il est fait référence à plusieurs reprises au Caira au XIIe siècle. Les documents les plus connus sont les 3 enquêtes fiscales ordonnées dans les mandements de Montagne, Caira, Val-Cluzon, Bélien, entre 1249 et 1267 par le dauphin Guigues, qui était désireux de connaître avec précision les taxes, impôts, redevances, etc. que lui devaient ses dépendants, les terres qu'il possédait, les omniches qu'il protégeait, ainsi que l'enquête ordonnée en 1339, par le pape d'alors qui avait exprimé son désir de racheter au dauphin les droits féodaux sur ses mandements de Montagne, mais qui y a renoncé quand il s'est rendu compte que la transaction ne lui rapporterait rien. Le dauphin, dont l'État était ruiné à la suite de longues guerres contre la Savoie, a alors décidé de vendre ses propres droits aux habitants de ses 5 mandements de Montagne, Caira, Briançon, Oulx, Val-Cluzon, Valvaretta. La transaction est consignée dans une charte signée en 1343 à Beauvoir-en-Royan. En versant 12 000 florins d'or et une rente annuelle de 4 000 ducats d'or, les habitants deviennent francs et bourgeois. Ils ne paient plus de redevances pour construire des moulins ou des fours à pain, ni pour utiliser l'eau des torrents, ni pour creuser des canaux, etc. Ils peuvent se réunir librement, pour délibérer de leurs affaires et élire leurs représentants. Ils ont le droit de chasser et, en conséquence, celui de porter des armes. Dès lors, ces mandements ont pris le nom d'escarton, nom dérivé du verbe escarter, signifiant répartir. Il incombait aux habitants eux-mêmes ou à leurs représentants, mensués, procureurs, consuls, de répartir entre les familles des redevances à verser à l'autorité féodale, puis, à partir de 1349, au roi de France, à qui le dauphin Humbert II a vendu son État. Ce système féodal s'est perpétué sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, qui a aboli toutes les chartes de privilèges. Maison du XIIe siècle,
au hameau de la Rua, dans la commune de Molines-en-Queyras, classé au titre des monuments historiques. Fort Queyras, un ancien château fort du XIIIe siècle remanié par Vauban vers 1700. Le Queyras a été troublé dans la seconde moitié du XVIe siècle par les conflits religieux. Les armées protestantes commandées par le duc de Lesdiguières, futur connétable de France, ont vaincu à 2 reprises les troupes catholiques, et ont contrôlé cette haute vallée, en particulier l'ancien château d'Elfinal, et forteresse de Château-Queyras qui en commande l'entrée. Des exactions ont été commises alors, dont font état les historiens locaux. Les Queyrassiens, qui étaient alphabétisés depuis la fin du XVe siècle, et avaient pris l'habitude de lire les Saintes Écritures, ont été très nombreux à se convertir à la nouvelle religion, les protestants représentant entre 60 et 80% des 6000 habitants du Queyras. D'ailleurs, pendant près d'un siècle, les consuls, 2 par communauté, les notaires, une vingtaine, et le secrétaire de la vallée, ont été le plus souvent des protestants. C'est à partir des années 1640-1660, à la suite de missions, que les Queyrassiens commencent à revenir au catholicisme. En 1685, la révocation de l'édit de Nantes, à la suite de laquelle la religion prétendument réformée a été de fait interdite, a provoqué de graves drames humains. Beaucoup de Queyrassiens ont préféré abandonner leurs biens et se réfugier en Suisse, aux Pays-Bas ou en Allemagne, d'où certains ont essaimé en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, plutôt que d'adjurer. On peut estimer à plus de 300 le nombre de Queyrassiens, qui ont quitté définitivement la France. Comme la Savoie, alliée aux puissances du Saint-Empire romain germanique dans la Ligue d'Augsbourg, a déclaré en 1689 la guerre à la France, elle a constitué parmi les Vaudois, alliés des réformés, de la vallée du Pélis, de l'autre côté de la frontière, au-delà d'Abriès, des milices armées, qui ont fait des incursions meurtrières, de 1689 à 1693, dans le Queyras, incendiant des maisons et même des hameaux, détruisant des chapelles, pillant des fermes, volant du bétail. Des embryons de communautés protestantes se sont maintenus secrètement ou clandestinement à Arvieux, Molines et Saint-Véran, dans les villages les plus éloignés des vallées vaudoises italiennes et, après l'édit de tolérance de 1787, signé par Louis XVI, elles se sont reconstituées, alors que le protestantisme a quasiment disparu dans la vallée du Guil, Ristola, Abriès, Aiguille, Châteauville-Vieille, villages qui ont souffert pendant 5 ans des exactions des milices vaudoises. Le protestantisme queyrassien a été rendu célèbre en Europe dans la première moitié du XIXe siècle, grâce au pasteur Félix Neff, né en Suisse, ordonné à Londres et très actif militant du Réveil, et qui, dans les années 1820, a exercé, avec beaucoup de zèle, son sacerdoce dans les 2 paroisses de Frétinière et du Queyras, avant de mourir jeune, à 31 ans. En 1829, épuisé par cette tâche. Les lettres de ce pasteur, écrites avec beaucoup de talent, ont ému de très nombreux lecteurs, parmi lesquels des révérends et des aristocrates anglais, qui ont décidé de faire le voyage dans les Alpes, en suivant les traces de Neff. Ce sont William S.J., William Beatty, Lord Monson. En tant que région frontalière, le Queyras a souffert directement des guerres. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il a été traversé par les troupes françaises, qui se rendaient en Italie pour combattre les armées de Savoie, d'Espagne, d'Autriche ou du Saint-Empire, expédition de la Velteline, 1625, guerre de succession de Mantoue, 1629-1632. Guerre de 30 ans, 1635-1648, guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, guerre de succession d'Espagne.
1701-1713, et guerre de succession d'Autriche, 1740-1748. Les habitants devaient ouvrir les cols enneigés, ou refaire les chemins en mauvais état. Ils avaient l'obligation de fournir fourrage, mulets, farine, obligation de les taper du quartier ou cantonnement. Il leur fallait couper des arbres pour faire des ponts ou des fortins. Ils ont subi les exactions des milices vaudoises. Ils ont dû loger des dragons, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, et des soldats lors des cantonnements. Toutes ces dépenses représentaient des coûts élevés à la charge des communautés. Lors de la guerre de la succession d'Autriche, le Caire a fourni des arbres, du fourrage, des mulets, du seigle, aux armées du roi d'Espagne. Les consuls ont dû engager des procès pour obtenir que leur soient remboursées ces dépenses. La Première Guerre mondiale a été vécue très cruellement dans le Caire, à cause des pertes humaines très élevées, plus de 200 morts pour une population qui n'excédait pas 4000 personnes, soit plus de 5% de la population, 1 à 1,5% de plus que la moyenne nationale. Ces morts ont été d'autant plus dramatiques, qu'elles ont touché la partie la plus jeune d'une population vieillissante. La Deuxième Guerre mondiale a été tout autant dramatique. En 1940, les habitants des hameaux et des villages situés près de la frontière avec l'Italie, ont été déplacés en Ardèche. En juin 1940, les Italiens, en attaquant la France, ont occupé la commune de Ristola, et une partie de la commune d'Abriès. Le village de la Monta a été incendié. En septembre 1944, les Allemands qui défendaient la frontière italienne ont tiré, du col de la Mai, des obus qui ont détruit en totalité ou en partie, les hameaux de Praroubo et de Roux d'Abriès. La droite d'Abriès a été incendiée alors. Des exactions ont été commises à l'Aiguille. De jeunes résistants ont été tués à la Monta. En 1957, la vallée subit d'importantes inondations, qui entraînent des destructions dans plusieurs communes. C'est la plus importante catastrophe naturelle subie par la vallée au XXe siècle. Paysage. Ce sont les Carassins qui, par leur travail, ont façonné la nature et donné au paysage l'aspect qui est le leur, bien que les sommets, les pierriers, les ravins abrupts soient restés hors de leur portée. De fait, ces paysages sont aussi historiques et, au fil des siècles, ils ont changé. La vallée du Guil, entre Château-Queyras et Villevieille, était décrite ainsi à la fin du XIXe siècle. Des champs le lin, l'orge, l'avoine et le seigle viennent à une très grande hauteur, des prairies à travers lesquelles serpente le Guil, et s'étendant jusque sous de vastes forêts de mélèzes, qui couronnent les montagnes, sur celles-ci d'immenses pâturages et une foule de plantes rares, des hameaux dont la plupart ne sont habités que pendant la belle saison, des canaux, qui, sur des échafaudages soutenus par des quartiers de roc au-dessus du Guil, portent la fécondité d'un côté à l'autre du vallon, tel est l'aspect du pays. Aujourd'hui, l'aspect de cette vallée est tout autre et le paysage agricole a disparu. De fait, il n'y a plus de champs cultivés, plus de canaux surélevés. Les hameaux d'estive sont souvent en ruine, les prairies de moins en moins souvent fauchées. Il y a 2 siècles, le Caire était moins boisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Pendant la longue période de prospérité et de croissance démographique du XVIe au XVIIIe siècle, la superficie occupée par la forêt a reculé, en dépit des mesures prises pour éviter une déforestation massive, ce qui a eu pour conséquence de renchérir le prix du bois d'œuvre, plus rare. Dans les années 1860, une loi forestière a incité les communes à préserver les forêts et, grâce à des avantages fiscaux, à replanter en forêt les terres laissées en friche. Il en va ainsi des prés de fauche. L'exemple du pré Michel, situé près du belvédère du Viso, dans la commune de Ristola, est éclairant.
comme le montrent les auteurs d'une brochure publiée par le Parc naturel régional du Kera. La forêt gagne peu à peu sur la prairie à cet endroit, et ailleurs dans tout le Kera depuis 1920 ou 1940, car tout près, à partir du moment où il cesse d'être fauché, ce parsèmement quelques décennies de tremble, puis redevient forêt. Des photos du Pasquier, hameau de la commune d'Arvieux, prises dans les années 1930, montrent un paysage de près d'altitude bien délimité et bien entretenu, comme si l'herbe y avait été passée au peigne fin. 60 ans plus tard, ces versants, qui ne sont plus fauchés, sont peu à peu gagnés par les arbustes. À terme, des paysages, faits de terrasses et de prés de fauche qui, pendant des siècles, ont été typiquement carassins, risquent dans un avenir proche de disparaître, et d'être rendus à la forêt. À Saint-Véran, en juillet et en août, en face du village, sur la rive gauche de l'Aigle Blanche, les cônes de déjection de quelques torrents, débarrassés de toute pierre, irrigués sans doute et peut-être fumés au printemps ou à l'automne, sont encore fauchés. On y admire le travail séculaire des hommes, qui ont tracé au milieu de ces éboulis informes des parcelles nettement délimitées, les ont entretenues avec soin, et dont l'herbe taillée varie du vert tendre au vert foncé. Les terrasses constituent, ou constituaient quand elles étaient encore entretenues et visibles, un des éléments essentiels du paysage kérassin. Ce sont des murets de pierres sèches, ou des talus de terre couverts d'herbe, qui servent à retenir la terre arable, et permettent de cultiver les parcelles abruptes, et de les irriguer par gravitation, l'eau étant amenée dans des canaux creusés très haut dans la pente. Les versants d'adroit, au-dessus ou autour des villages, sont organisés ainsi. Il y a un siècle, quand la montagne était une ruche en activité, elle se présentait sous l'aspect d'un jardin de pente. Aujourd'hui, l'entretien des terrasses n'est pratiquement plus assuré, les prés sont de moins en moins souvent fauchés. Les communaux, que les bêtes jadis paissaient au printemps, ne sont plus que des friches à mauvaises herbes, et arbustes.